Donc nous allons aborder la deuxième séance de ce cycle qui s'intitule « L'évolution de la conception d'écologie urbaine dans la ville ». La semaine dernière, nous avons eu une intervention passionnée, je dirais, sur le développement de la ville et ses contraintes, avec Thierry Pinco, qui a commencé par une phrase de Fernand Braudel « La ville, c'est heureux accident de l'histoire », pour nous rappeler que la ville est une histoire ancienne et surtout un lieu d'échange. Pour lui, redonner la ville, entre autres, redonner une vie à la ville, ce serait retrouver plus de transversalité et d'interrelation pour la rendre ce qu'il appelle intelligible. Mais c'est également, selon son point de vue, la végétaliser, la jardiniser. C'est ce qui nous amène à cette deuxième séance, avec comme intervenant M. Lagurgue, qui est architecte, et qui, en plus d'être enseignant, vous avez cofondé l'agence franco-autrichienne XLGD Architecture. Voilà. Et depuis novembre 2015, vous vous êtes inscrit en thèse pour travailler sur les murs végétalisés en milieu urbain. Vous êtes également membre de plusieurs programmes de recherche qui traitent de l'interface entre biodiversité et milieu bâti. Et donc, vous allez nous présenter tout au long de cette séance les résultats issus du projet recherche Écoville, porté par le Musée national d'histoire naturelle et des travaux de votre thèse en cours. Et vous parlerez du dauphin vert. Donc je vais vous rappeler très rapidement le format de cette séance. C'est 1 heure d'intervention de M. Lagurgue et après nous passerons aux questions, commentaires et réponses. Voilà. Merci beaucoup. Bonne séance. Normalement, ça va. Excusez-moi, bonjour. Évidemment, c'est dans ces moments-là qu'on a une session. Je vais tous les métiers. Oula. Oui, mais ça va. C'est vrai. Ouais. Tout ce qui a été dit est vrai. Je vais compléter un tout petit peu la présentation. Donc, je suis maître de conférence à l'école d'architecture Paris-Val de Seine, qui est située dans le 13e arrondissement, et j'interviens, j'enseigne le projet architectural et urbain, j'interviens en master à Paris 10, dans un master d'urbanisme, et également au l'ICH, qui est l'Institut de la construction de l'habitation au CNAM, et toujours sur ces thématiques de l'écologie urbaine, de la qualité environnementale du cadre de vie. Je me suis engagé dans les années 2000 sur ces questions-là, avec à l'époque c'était la HQE et pour ceux qui sont familiers de ces notions. J'ai fait un peu évoluer vers la question du vivant non humain au contact de l'habitat humain. Et c'est ce qui m'a amené à être embarqué par le muséum dans un projet de recherche ANR qui s'appelait Écoville en 2014. Et effectivement, j'ai profité de cette opportunité pour y adosser un travail de thèse. Voilà. Donc aujourd'hui, dans la vaste thématique d'écologie urbaine. Bon. On va changer. Compte tenu de ma forme, je ne pourrais pas trop penser, je suis désolé. Oui, c'est pas grave. Vous voyez, Oikos Habitat, Logos, Raison, gestion de la maisonnée, l'écologie, le thème est déjà vaste, c'est une science qui est jeune, qui a du temps à s'instituer. Quand on passe en milieu anthropisé, c'est-à-dire en milieu urbain, évidemment, le champ est presque encore plus vaste puisque on rajoute l'être humain dans le fonctionnement écosystémique. Donc, à partir de là, j'ai choisi de vous parler de ce que je connaissais bien en ce moment,
qui sont effectivement cas d'application qui est extrême, qui est la végétalisation à la verticale des bâtiments. Pourquoi ce cas-là? Parce que, au fond, c'est pourquoi c'est un cas extrême, puisque on met du vivant non humain au contact de la sphère intime de la personne humaine. Donc, en ça, c'est un lieu, c'est un cas d'étude qui me paraît intéressant pour aborder avec une certaine précision, les questions d'écologie. Et je vais vous donner évidemment un regard d'architecte et pas un regard d'écologue ou de biologiste, d'urbaniste, mais vraiment un regard d'architecte sur ces questions-là. Ça crache. On va regarder les choses en 4 temps. Pourquoi végétaliser la ville? Il y a une classification, une technique de végétalisation à la verticale qui est effectivement issue de mon travail de thèse en cours, donc là c'est exclu, mais qui est au cœur de notre problème, du sujet. Puis on parlera de la végétalisation des balcons, qui sont généralement pas considérés comme des modes de végétalisation verticale, mais on va le faire. Et puis du dauphin vert, qui est une expérimentation qui a été entreprise dans le cadre de l'ANR. Une ANR, l'ANR, ça désigne l'Agence nationale pour la recherche, et en France, ça fait partie des gros dispositifs budgétaires, avec de grosses équipes de recherche, avec une dizaine de partenaires dans la ville de Paris, Centre Laboratoire, le porte-avions de la recherche en France. Alors pourquoi veut-on végétaliser les villes? Deux grandes raisons. En réalité, l'une qui est institutionnelle, quelque part, ou institutionnalisée, et vraisemblablement vous avez abordé, que vous réaborderez ce cycle avec les intervenants qui suivront, qui consiste à chercher à améliorer la résilience urbaine face au changement climatique. L'autre, mais l'autre argument, qui lui n'est pas poussé par les politiques d'incitation à la nature en ville ou à la végétalisation, mais qui provient des résultats d'enquête, c'est la question esthétique. Quand on interroge les gens, quel que soit le sujet, sur le mur végétalisé, sur les plantes spontanées, que c'est toujours une motivation esthétique qui prévaut dans le fait de végétaliser ou d'accepter la végétalisation. On ne développera pas spécialement cet aspect-là, parce que ça pour le coup, c'est effectivement ce sur quoi je travaille, c'est-à-dire l'idée d'une éco-esthétique, mais d'abord les choses de façon rationnelle pour la première fois, surtout le premier point, c'est-à-dire la participation de la végétation à la résilience urbaine face au changement climatique. Alors la grande problématique qui se propose aujourd'hui aux agglomérations urbaines de grande taille, dont Paris fait quand même partie, c'est que à la fois elles sont étendues et à la fois il y a une intensité d'urbanisation qui tend à chasser le milieu naturel. Et alors, prenons l'image de gauche, qui est issue de mes déplacements en Chine dans les dernières années, où j'ai eu l'occasion d'intervenir dans une université à Wuhan. Wuhan, c'est peu connu en France, c'est une brillante bourgade d'1 million d'âmes, située à la perpendiculaire de Shanghai, à 500 km à l'intérieur des terres. Donc en fait, c'est la plaque tournante de la Chine en vrai, et elle entend bien le devenir. Donc elle tend à élargir son périmètre administratif pour devenir une très grande agglomération, englobant des terres agricoles, des villages. Donc en fait, elle fait de l'étalement urbain en marche forcée pour devenir la ville forte qu'elle entend être. Et les villes chinoises vivent une concurrence effrénée, économique, politique sûrement aussi, mais là on est moins informés. Et donc ça a des conséquences sur leurs écosystèmes. L'autre aspect de l'urbanisme chinois, mais pas que,
l'urbanisme à l'occidental, au fond, dans ces grandes villes, c'est qu'on va construire très haut. Et quand on cumule ces deux aspects, on obtient des empreintes écologiques locales liées à notre densité construite. Et un étalement, quand ça se couple avec l'étalement des villes, tout ça aboutit au fait que, effectivement, l'eau que l'on boit, l'air que l'on respire, n'étant pas produit à l'endroit où on habite, puisqu'on habite dans des milieux artificialisés, ça marche très bien tant que le système urbain est à petite échelle, ça se met à marcher de moins en moins bien quand le système urbain s'étale indéfiniment. C'est logique. Résultat. Non. Oui, résultat. La nature en ville, on cherche à la faire venir pour qu'elle nous délivre ce qu'on appelle les services écosystémiques. Alors ce schéma-là, en libre service sur Internet, il continue de fédérer la communauté scientifique. On va le regarder quand même attentivement parce qu'il date de 2005, il est produit par le Millennium Ecosystem Assessment, et il est assez vertueux dans sa manière de classer les services que la nature en ville apporte. Alors, certains d'entre vous le connaissent peut-être, je suis désolé, mais c'est une structure solide. Donc, panneau de gauche, les services écosystémiques, organisés en 3 familles et une famille en back-office. Les 3 familles, l'approvisionnement en nourriture, en eau fraîche, en denrées alimentaires, en énergie, la régulation du climat, des désastres multiples, purification de l'eau, et puis les services culturels. Les services culturels, moins faciles à quantifier, services esthétiques, spirituels, éducatifs, mobilité urbaine et récréatifs. Et derrière tout ça, des services supports qui permettent aux 3 premiers de fonctionner, dans lesquels évidemment on va trouver les notions de cycle. Et tout ça, ça aboutit pour nous à d'abord de la sécurité alimentaire, sécurité, sécurité à tous les niveaux, l'ensemble des éléments nécessaires à notre qualité de vie. Alors, à nouveau, effectivement, l'accès à tous les services, à des abris, à tout ce dont nous avons besoin, la santé, les relations sociales et culturelles. Et quand on agrège ces 4 éléments, on arrive à la liberté de choix. C'est dans ce dispositif, c'est qu'on part de services supports qui sont une notion de cycle, et on arrive à la liberté de choix humain dans la société organisée. Et ça, la communauté scientifique génère une multitude d'outils et surabondante aujourd'hui dans ces questions-là, mais de même que l'empreinte écologique qui est née en 1999, les services écosystémiques en 2005 se maintiennent à un haut niveau d'application et d'usage. Donc on va les développer un tout petit peu, ça nous sert de contexte par rapport à la végétalisation urbaine. Donc premier service d'approvisionnement, déjà c'est l'air que l'on respire. Vous savez qu'aujourd'hui en Chine, à Shanghai aujourd'hui, on ne fait plus de sport à l'air libre, les expats font du sport en salle sous air filtré. C'est une réalité, c'est-à-dire que j'étais 3 ans, j'étais 6 fois en Chine, j'ai vu le soleil une fois. Vous descendez dans le pot de chambre et vous tombez dans cette atmosphère-là qui est aussi liée à la nébulosité du climat, mais qui est quand même une réalité de pollution. La nature en ville, elle va apporter aussi des services d'approvisionnement en oxygène, en filtration d'air. Et là, on va mettre un petit bémol là-dessus. Les gens du muséum savent bien. La question de l'arbre en ville, évidemment, on se dit le végétal produit de l'oxygène, il recycle du CO2, il fabrique de la matière organique à travers ce cycle-là, très bien, mais on sait aussi qu'il y a aussi des disservices associés à la présence du végétal, qui sont notamment les allergènes, et qui sont, ce qui est plus embêtant, la question de la fabrication de l'ozone naturel à partir des composés organiques volatiles qu'émettent certains végétaux. Donc aujourd'hui, on va dire que les études sont en cours, mais il serait erroné de
considérer le végétal en ville comme une espèce de poumon super vertueux, absolument indispensable. Ça marche comme ça, mais pas que comme ça, de ce que l'on en sait. Et en l'occurrence, la question des filtrations des particules polluantes également, certes, il y a un effet, alors là, vous comprenez bien, je ne suis pas spécialiste de la question, mais il y a différents niveaux sur les gaz et sur les fines. Sur les fines, il y a un effet de filtration particulière liée à une multitude de choses, la cuticule qu'on trouve sur les feuilles. Mais de toute façon, sur la respiration, la quantité d'air qui est filtrée par la masse végétale en ville est évidemment très très insuffisante pour prétendre assainir les pollutions émises par l'activité anthropique. Voilà. Ça soit quand même très très clair. D'ailleurs, les Chinois ne nous ont pas du tout attendus, ils ont beaucoup fait venir pour parler de ces choses-là, ils ne nous ont pas du tout attendus, et aujourd'hui, ils ont tel problème d'émissions polluantes qu'ils ont beau végétaliser à tour de bras, évidemment, c'est un peu en semence sur le genre de bois. Service d'approvisionnement, donc, avec notamment le développement de l'agriculture urbaine, l'agriculture avec un grand guillemet, c'était notre sujet, qui se développe et qui va se développer dans les ceintures vastes autour des villes, de multiples raisons, de cycles courts, de diminution de l'empreinte écologique de l'agriculture, mais qui fait quand même débat, notamment chez les urbanistes et chez les paysagistes. Donc, en gros, l'agriculture, en fait, ça marche mieux quand la terre vaut pas cher. Plus vous vous rapprochez du périurbain, plus la terre vaut cher. Donc, à un moment donné, c'est un vrai sujet. Un autre service écosystémique, donc de régulation, celui-là, c'est la filtration des eaux de pluie. La gestion des eaux de pluie. En fonction du taux d'imperméabilisation du sol, on va avoir, vous voyez, surface naturelle à gauche, on évapore 40%, le taux d'évaporation n'a pas beaucoup bougé. Ce qui tombe est évaporé de façon sensiblement équivalente, quel que soit le degré d'urbanisation. En revanche, ce qui change beaucoup, c'est ce qui est absorbé par les végétaux et ce qui rentre dans le sol. Vous voyez, on démarre à 25% d'infiltration profonde, c'est pas 25% d'infiltration en zone de surface, et on finit à 5% et 10%. Donc, en fait, ce qui est très impacté, c'est la phréatique et par la minéralisation, et c'est le fonctionnement des sols. Alors là, le fonctionnement des sols, un des grands sujets d'écologie urbaine, des grands sujets d'écologie tout court d'ailleurs, mais les fonctionnements des sols sont assez méconnus encore aujourd'hui. Par exemple, le Kabadi, qui est un spécialiste de ça, quand ils font des études sur les pieds d'arbres, on s'aperçoit que les arbres d'alignement en ville, les fonctionnements, la qualité des sols au niveau profond, sur un arbre ancien, on pourrait se dire le sol est pauvre puisque le trottoir est minéralisé, il n'y a pas de contact avec la biosphère, l'arbre, c'est très surprenant, on n'a pas de colonie de lombriques, il manque toute une partie de la pédofaune en zone de surface, mais on a une richesse en sels minéraux et une richesse de composition des sols qui est supérieure au pied des arbres anciens auprès de jeunes sujets. C'est factuel. Là encore, je ne suis pas spécialiste, mais je sais que ça se passe comme ça. Évidemment, le service de régulation des îlots de chaleur urbaine, urbain. Vous savez que, donc là aussi, c'est un schéma qui est en service sur le net. Vous savez qu'on a à Paris un écart de température qui va aller jusqu'à 8 degrés en plein été, ou en plein hiver plutôt, entre la température sous abri en cœur de ville et puis la température en zone périurbaine exposée. Oui, ça monte très fort. Et évidemment, il y a un enjeu de santé publique. On parlait tout à l'heure pour le maintien de la fraîcheur en ville l'été. Ce qui conduit la ville de Paris aujourd'hui à ouvrir un programme qui s'appelle Cours Oasis, dont vous avez peut-être entendu parler, qui consiste à végétaliser les cours d'école, qui consistera à les ouvrir au public. Donc on a la chance de travailler avec eux, à la fois d'un point de vue pédagogique et de recherche sur ces sujets, pour en faire des lieux de fraîcheur. Parce qu'on s'est aperçu, grâce à la Pure, qu'en réalité, les villes, la ville de Paris, végétalisait ses cours intérieurs depuis longtemps,
et surtout dans les zones très denses, à forte valeur patrimoniale. Ce qui est tout à fait contre-intuitif, mais en réalité, les gens qui avaient des biens savaient que c'était plus intéressant d'avoir une cour fraîche l'été, qu'on ait un bon jardinier, parce que ça se fait très bien. J'ai bien compris que ça pouvait apporter des services de confort urbain bien avant qu'on me parle de réchauffement climatique. Dans les services d'aménité urbaine, bien évidemment, les services des parcs, les jardins, les promenades de Paris, et toute la politique 19e fondée sur l'approche hygiéniste de la ville. Voilà, donc ça c'est ancré dans notre histoire récente, mais c'est toujours d'actualité. Peut-être plus que jamais. Peut-être plus que jamais. Peut-être plus que jamais parce qu'effectivement, là où on a une... alors on change de discipline. Aujourd'hui, à ma connaissance, la sociologie de la nature en ville bute encore sur une question qui est celle de la compréhension en profondeur du besoin de nature. Et on y reviendra un peu tout à l'heure. Ce besoin de nature qui s'exprime de façon indifférenciée à travers toutes les catégories socio-professionnelles, qui semble s'amplifier à concurrence de notre niveau d'urbanité. Plus on est en ville dense, plus on est au cœur des villes, plus on a besoin de nature. Jardin partagé, c'est tous. Bon, je ne vous fais pas compte, mais habituellement à ce moment-là, je pose la question, savez-vous pourquoi, à quoi sont dus les jardins partagés? Donc là, comme il faut aller vite, j'imagine que vous le savez tous, mais enfin, je vous le dis, les jardins partagés sont habituellement dus à deux choses. La combinaison catastrophique pour les promoteurs immobiliers et pour les amoureux du bâti, une nouvelle réglementation urbaine, un nouveau PLU qui va donner des règles de gabarit, d'implantation, de densité, qui vont être telles qu'on va construire beaucoup moins. On va avoir des droits à construire très inférieurs à ce qui, quand on se balade ici, en milieu dense. Aujourd'hui, si un immeuble s'effondre et qu'il faut reconstruire, on sera peut-être beaucoup moins dense, notamment en fond de parcelle. Donc ça grève la rentabilité des opérations. Et puis surtout, souvent, presque toujours, le sol est pollué en surface, des pollutions, qui grèvent à nouveau l'opération. Et deuxièmement, souvent on est sur des carrières. Donc quand vous mettez tout bout à bout, vous construisez peu, vous avez une énorme incertitude sur ce que vous allez devoir injecter comme argent dans le sous-sol, et vous devez dépolluer le sol, et vous avez une belle dent creuse. Alors, dans les services supports, je mets la lutte contre l'effondrement de la biodiversité, puisque la biodiversité participe indirectement aux aménités urbaines et aux équilibres écologiques. Alors, on sait évidemment maintenant de façon certaine que cet effondrement de la biodiversité est corrélé à l'augmentation des activités industrielles avec tout ce que vous savez sur la disparition des insectes. Il y a le sujet en tant que tel, et ça renvoie à la première diapo sur la densité urbaine et son étalement. L'une des premières conséquences, c'est l'effondrement de la biodiversité urbaine, de la biodiversité en milieu urbain, et ce qu'on cherche à faire revenir, c'est des continuités urbaines, c'est la nature en ville aussi, pour renforcer ces services urbains. Comment est-ce qu'on fait? Avec les fameuses trames vertes et bleues, là aussi, dans le muséum a été extrêmement actif ces dernières années. Donc, je vous en explique rapidement les principes. Le fonctionnement de la biodiversité en milieu anthropisé, puisqu'en fait, sur le territoire français, tous les milieux sont anthropisés. Même les endroits qui restent de nature vierge sont au fond des réserves, qui sont inclus dans une matrice plus généralement anthropisée. Donc la matrice, c'est-à-dire le contexte, il est soit agricole, soit urbain, c'est très schématique. Et à l'intérieur de cette matrice, on va trouver des tâches, des poches, des patchs, selon la langue, dans lesquelles on va avoir un peu de fonctionnement écologique autonome qui va pouvoir se mettre en place avec une chaîne alimentaire dans laquelle l'homme ne sera pas intervenu d'aucune manière.
entre ces tâches, le vivant va pouvoir passer de l'une à l'autre, à condition que les tâches soient suffisamment importantes et les liens suffisamment matérialisés, suffisamment larges. C'est les fameux corridors. On sait que ces matrices, à la fois agricoles et urbaines, peuvent être traversées par des continuités végétales. Les études sont objectivement en cours pour déterminer leur fonctionnement. Je vous donne un exemple. Dans la négative, on pourrait naïvement se dire on a des arbres d'alignement, on végétalise des bâtiments, ça permet de faire fonctionner la rue avec la cour intérieure, par exemple. Puisque la matrice urbaine, évidemment, par rapport à la matrice agricole, c'est pas du tout le même genre d'obstacle, elle est plutôt chimique dans le milieu agricole, et elle est plutôt physique dans le milieu urbain, puisque vous avez ce qu'on appelle la rue corridor. Vous avez des petits arbres jardinés, vous avez des arbres, voilà, il y a une faune aviaire, il y a des insectes. Tout ce petit monde peut passer dans les jardins privés à condition de parvenir à passer par-dessus le bâtiment. Sauf que, notamment chez les insectes, quand on végétalise le bâti, on prend par exemple les modes très riches en biodiversité de la végétalisation en hydroponie, du type les murs Patrick Blanc, du quai Branly, cette végétalisation-là, qui est très humide, elle abrite une microfaune et une faune qui a besoin de cette humidité-là. Et dès qu'on la sort de cette ambiance humide, elle n'est plus à sa place, c'est fini pour elle. Donc effectivement, on a bien une tâche de biodiversité, et elle semble reliée, par exemple, par le frondaison des arbres, mais en réalité, il n'en est rien, parce que ce sont des milieux isolés les uns des autres, parce que mis dans des conditions climatiques très différentes, microclimatiques très différentes. Donc, vous voyez, il y a des difficultés qui ne vont pas de soi dans le fait de se dire on établit des continuités vertes dans la ville, on les verra peut-être vue d'avion comme des continuités, et pourtant elles ne marcheront pas comme des continuités. Vous avez un certain nombre de parcs, et justement dans l'évolution de l'écologie urbaine aujourd'hui, c'est une grande prise de conscience chez les services et dans les services des espaces verts. Vous avez un grand nombre de parcs, par exemple le Tourmont, avec le parc Montsouris, des parcs anciens. Vous avez des collections végétales qui sont en réalité des collections qui correspondaient à l'image qu'on se faisait de l'humanisme épris de culture botanique à une certaine époque. Mais en fait, les individus sont des individus isolés. Et la chimie du sol qu'ils génèrent, certes, ils arrivent sans parasites, ils viennent d'ailleurs, ils s'adaptent à notre climat et à notre sol, mais ils ne communiquent pas entre eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mise en place de fonctionnement écosystémique, qui d'ailleurs n'était pas voulu pour des raisons d'entretien, pour avoir un couvert propre dans le sous-bois. Ces choses-là sont en train de changer, mais les dynamiques, évidemment, pour remettre en place des dynamiques écologiques qui servent notre propos, c'est-à-dire d'améliorer la résilience urbaine par un fonctionnement écologique autonome, c'est-à-dire qui économiquement coûterait moins cher que de le jardiner à toute force, ça c'est quand même, on n'en est qu'au début. Alors, on en vient à ce que je connais un peu, qui est la végétalisation du bâti. Et à un moment donné, vous allez voir, quand on va parler des balcons, vous allez forcément, j'imagine que certains d'entre vous ont quelques pots de fleurs sur leur balcon. Ça doit arriver, statistiquement. Alors, moi j'ai travaillé à une classification que vous ne trouverez pas dans la littérature, parce qu'elle est englobante, toutes les possibilités de végétaliser le bâtiment dans sa partie verticale, et exclut la question des toitures végétalisées qui font l'objet d'une autre littérature, à la fois pour des questions techniques, architecturales, de culture, ça pose des questions singulières, la toiture végétalisée, et écologique également. Là aussi, pour plein de raisons, les états de substrat, la situation dans la ville. Donc, en fait, c'est des problématiques très distinctes. Donc, moi, je me suis concentré sur la partie qui va de l'égout au trottoir. Premier mode de végétalisation du bâtiment, le plus spontané de tous, et le plus économique, et sûrement un des plus instructifs, la végétalisation spontanée. À gauche, le schéma, à droite, le petit exemple. La végétalisation spontanée, elle fonctionne
manière suivante. D'abord, elle est spontanée, donc personne n'est venu la mettre là. Elle est essaimée. La plupart du temps, ce sont des graines dites oléocorps qui ont été transportées par le vent. Elle s'est implantée la plupart du temps dans un joint qui permettait la récupération d'eau, l'accumulation de particules fines. Et elle a trouvé le moyen de se développer, la plupart du temps, en accédant à un substrat. Les petits symboles que vous voyez dans la Terre sont super importants. Le bleu, c'est l'eau, c'est-à-dire que ce substrat stocke de l'eau. Le rouge, c'est l'énergie. Et le beige, les losanges là, c'est les nutriments. Alors, quand on parle d'énergie, contenue dans le sol, elle est de plusieurs sortes. En fait, elle est de toutes les sortes, sauf chimiques. Parce que les nutriments des plantes sont principalement de nature chimique. Elle est par exemple d'origine mécanique. Quand vous êtes par la nature, le sol, dans les milieux forestiers, le sol, il est par exemple ventilé, il est aéré, puisque le gros de l'activité racinaire des plantes de surface se situe en milieu aérobie, donc il faut bien que le sol soit ventilé. Quand vous regardez par exemple les plantes qui poussent dans les pieds d'arbres, on voit des espèces surabondantes comme les rumex, des choses comme ça, qui sont spécifiques des milieux dans lesquels l'air ne circule pas, parce qu'effectivement, on est sur des sols urbains qui sont très très pauvres, qui vont se passer immédiatement après qu'on les ait mis en œuvre, et qui vont en réalité étouffer tout le monde. Plus rien ne pousse, parce que c'est des sols qui ont un comportement catastrophique. Et pourquoi est-ce qu'ils ont ce comportement catastrophique? Parce qu'ils ne sont pas habités. Il n'y a pas de pédophone. C'est des sols morts. Quand ça marche, le sol est habité. Et c'est parce que le sol est habité que les végétaux s'y développent, puisqu'il leur faut de l'oxygène dans le sol. Et donc, une plante, elle a besoin d'eau, elle a besoin de lumière, elle a besoin de nutriments, et elle a besoin de sol dans lequel elle va trouver ses nutriments, mais d'un sol qui lui-même est une réserve d'énergie. J'ai oublié de vous le mettre dans le bibliographie que j'ai mis dans la dernière slide. Je vous conseille de lire, pour ceux qui ne le connaissent pas, un auteur américain qui est le père des grandes réserves américaines, qui s'appelle Aldo Leopold, qui a écrit un bouquin extraordinaire qui s'appelle Almanach d'un comté des sables, et qui décrit plein de choses, la suppression du joujou, les conséquences de la suppression du joujou dans un écosystème, et notamment il décrit la capacité du sol à se constituer en tant que réserve d'énergie grâce à la décomposition des parties mortes, leur transformation chimique. Et aujourd'hui, on est en train de découvrir dans l'écologie urbaine l'importance du sol naturel de ses fonctionnements. Voilà, la végétation spontanée, là on n'est pas sous nos climats, mais j'ai pris cette diapo parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a à la fois des plantes ligneuses, il y a un couvert avec des mousses, il y a des petites plantes sur le mur. Et je reviens, vous voyez sur le schéma du bas, en fait c'est un mur de soutènement. Et dans l'immense majorité des cas, l'image de droite c'est le mur du Vatican à Rome. Dans l'immense majorité des cas, quand vous voyez de la végétation pousser sur un mur, c'est qu'il y a de la terre derrière. Si elle pousse, c'est parce qu'en fait, elle accède à des nutriments qui sont contenus dans un vrai sol, qui fonctionne tout seul. Les plantes ne poussent que très rarement dans le bâti construit. Mais ça le fait parfois dans certains vieux bâtiments où les joints ont une certaine richesse. Toujours dans notre famille, dans notre grande famille de la végétalisation en sol, il y a deux grandes familles, en sol et hors sol. Donc, en sol, les plantes grimpantes qui poussent dans le sol, qui constituent l'essentiel de la végétalisation jusqu'à ces dernières années, vierges et autres, qui sont des plantes de grands ponts qui se prennent directement sur la maçonnerie, et sur lesquels là aussi on est en train de reconsidérer, de revoir notre copie, parce qu'en fait, on les a beaucoup utilisés autrefois, plein de titres, notamment l'isolation thermique, voire la protection du bâti. On a pensé récemment, depuis que le bâtiment est une affaire d'ingénieur, que les plantes dégradaient le bâti, et on est en train de reconsidérer un petit peu cette question-là.
puisqu'effectivement le couvert végétal va permettre de lutter contre les îlots de chaleur, puisque un mur recouvert de végétation ne prend pas directement le rayonnement thermique, donc il n'accumule pas l'énergie. Alors là, le lierre, c'est quand même le mode de végétalisation du mur le plus économique du monde. En régime contrôlé, je ne parle pas des spontanés, en régime contrôlé. Sa variation récente, c'est les plantes sur câble. Donc là, la ville de Paris a entrepris un large programme de végétalisation avec personnellement des trottoirs filtrés. Et là, on va trouver toutes les espèces de clématites et autres plantes accrochées. Donc ça plante sur les câbles. On est déjà en fait sur des coûts beaucoup plus importants, puisqu'il faut travailler en hauteur pour aller installer l'ensemble du câblage. On est déjà sur quelque chose de plus élaboré, avec un couvert d'ailleurs assez différent, mais on a une diversité supérieure, puisque le nombre d'espèces de plantes accrochées sous le climat est quand même un peu supérieur à celui des plantes accrochées. Non, mais c'est l'habituel travail de mélange d'une persistante comme le lierre et d'une caduque comme une vierge, qui donne toujours des résultats esthétiques merveilleux. Avec aussi un résultat esthétique très recherché. Ça, c'est l'intérieur du pizza guidé. C'est une image sur laquelle on peut dire beaucoup de choses, puisque ça a la particularité d'être une image, une façade végétalisée, habitée. Et sur le plan, évidemment, ça dit beaucoup de choses en termes d'entretien. C'est-à-dire que vous ne pouvez vous permettre ça que si vous avez un jardinier et que si vous avez quelqu'un qui fait le ménage pour vous. Je ne développe pas, mais vous le savez. On passe maintenant à la végétalisation hors sol. Hors sol. Alors, je reviens. Vous voyez, nos petits logos là, ils sont toujours dans la terre. L'eau, les nutriments, l'énergie, c'est toujours dans la terre. Quand on va passer sur la végétalisation hors sol, ben là c'est plus pareil. Alors le premier mode, c'est celui que vous pratiquez, c'est le pot de fleurs. Alors là, c'est plus pareil. Parce que l'eau, c'est vous qui l'amenez, à travers le séjour, la chambre, de ces quelques pièces. Il en va de même des nutriments, et il en va de même de toute l'énergie, notamment mécanique, qu'il faut pour avoir des plantes hors sol. Déjà, il faut amener le pot, il faut amener la terre, il faut amener la plante, et puis après, il faudra rempoter parce qu'elle va crever, parce qu'effectivement, vous avez du terreau, que le terreau il se tasse, que ça demande qu'à étouffer les racines, que tout ça, de toute façon, c'est fait pour, parce qu'il y a toute une industrie derrière, évidemment. Bon. La version architecturée, là j'ai mis quelque chose de sympa, une jolie image, qui est pas très loin d'ici d'ailleurs, à côté de la Fondation Electra, là, dans ce joli square de la Fondation Hermès. Bon. C'est la culture en jardinière. La culture en jardinière, c'est très très dépendant, évidemment, de l'entretien qu'on en fait. La majorité des jardinières qui appartiennent déjà au bâti, quand on se promène dans la ville, sont réduites au silence, parce qu'effectivement, une jardinière, c'est lourd à entretenir, et quand elle est en face de votre chambre à coucher, évidemment, transporter la terre qu'il faut pour la changer, aérer la terre, enfin, irriguer tout ça, autrefois on n'irriguait pas, donc très compliqué, les jardinières. Mais voici un bel exemple de culture en pot, que vous connaissez peut-être. Donc il est tout à fait atypique, mais donc on est en Italie, à Turin. L'intérêt, c'est que les pots sont des pots géants, on peut les appeler aussi des jardinières, ils sont féodés au bâti, mais ils sont dans les espaces communs, les espaces qui servent à desservir les habitations. Résultat, ça débouche sur un mode d'entretien qui est collectif. À l'inverse, l'ultra célèbre Bosco di Milano paraît plus délicat, un petit peu comme notre tour de la biodiversité par Édouard François au bout de l'avenue de France. C'est-à-dire que là, les modes de végétalisation, c'est aussi la jardinière, mais par contre, c'est inféodé à l'habitat. Donc, dans ces cas-là, évidemment, on fournit l'arrosage, on a le goutte à goutte, mais vous avez vu dans mes petits schémas, il n'y a pas que l'arrosage. Il y a les nutriments, et il y a ce qui fait l'énergie du sol. Et les plantes, pour se développer, surtout quand on entend
y mettre la deuxième ou la troisième strate végétale, c'est-à-dire des espèces ligneuses qui ne sont pas des graminées vivaces ou annuelles. Elles vont avoir besoin dans la durée d'un sol vivant. Et si le sol est mort parce qu'il est super fragmenté et qu'il n'est pas entretenu, évidemment, ça sera plus compliqué. Donc là, on est au début de cette expérience. Pour l'instant, on se la vit tranquillement. Ça va être intéressant d'observer son évolution. Et le dernier mode de végétalisation verticale, oui, tous ces modes de végétalisation, finalement, ça fait une espèce de mosaïque de notre rapport à la nature tout à fait typique. Ce sont évidemment les murs végétalisés. Je finis par le plus beau, mais je commence par celui du haut, donc avec substrat ou sans substrat. Avec substrat, c'est-à-dire que là, on va avoir des spécialistes qui ont mis au point des substrats inertes, de bois à base de pierres très ventilées, de chamottes, de choses comme ça. Donc des substrats qui vont très peu tasser, 5% dans le temps. On va pouvoir changer. Il y a une multitude de systèmes qui existent sur le marché. Beaucoup de gens se sont cassés la figure. Il y a eu plein de catastrophes. Mais aujourd'hui, les techniques sont assez au point. Et donc, c'est comme le vélo, tant qu'on pédale, ça bouge. Donc, vous mettez de l'énergie avec des pompes, de l'eau, même en petite quantité, et puis des nutriments. Bonne chance, comme dans l'agriculture hors sol, les tomates en hydroponie ou en aéroponie. Tant que vous pédalez, ça pousse. À l'instant où vous arrêtez de pédaler, ça ne pousse pas. Alors, pour la petite histoire, le grand argument des fabricants de murs végétalisés avec substrat, ça a été les économies d'eau. Mais quand vous faites le calcul de ce que coûte l'eau à Paris, c'est absolument rien. On s'en fiche complètement d'économiser l'eau à l'échelle de ce que sont les coûts d'un mur végétalisé. À l'échelle de ce que sont les coûts d'un mur végétalisé. Rien. Ça coûte quelques euros par an à l'échelle Ça, par exemple, ce sont des murs qui coûtent aux alentours de 1 000 € du mètre carré à l'installation. Et qui vont coûter 200 à 300 € par an à Londres. Mais, en fait, tout ça s'est fait parce que Patrick Blanc, qui est en bas, a été le premier. Donc, vous savez, ce chercheur du muséum, d'ailleurs, s'est inspiré de ce qu'il a vu, ce qu'il a observé sous les tropiques. Il s'est aperçu que certaines plantes avaient la capacité de développer leur système racinaire sur des plants, ils n'ont pas entendu, et qui vivaient quasiment en milieu hydroponique. Et donc, c'est en fait, le bâti urbain, c'est une rocaille géante, et on peut très bien considérer les murs de bâtiments comme des falaises habitées, et donc on pourrait y faire pousser des végétaux. Donc, à partir de ça, comme il était botaniste, il a fait une recherche d'espèces adaptées, et il a mis au point le premier système, et qui est encore aujourd'hui celui qui donne les meilleurs résultats en termes visuels et esthétiques. Voilà, là on a fait le tour de l'ensemble des modes de végétalisation. Ça c'est, à mon avis, un des plus beaux qui soit, c'est Rue d'Apouquir, où on a des financés par un privé. Il y a d'ailleurs au milieu du mur végétalisé une petite fenêtre où la personne habite. Et c'est un très très bel endroit parce que il y a vraiment une mise en scène de la luxuriance végétale, de la rigueur géométrique de la façade. On a vraiment un phénomène de confrontation. C'est une figure de confrontation. Les tropiques sont au milieu de tous les records. Là, à Singapour, c'est un des plus grands murs végétalisés du monde, qui doit faire 10 000 mètres carrés. Sydney, Journal, bâtiment pas très connu en France, mais là aussi on a une figure d'opposition architecturale entre le végétal et le bâtiment. Le végétal totalement sous contrôle. Ce que vous voyez à droite, c'est un immense réflecteur qui permet d'éclairer les étages du bas. Il n'y a pas que des fans de Jean Nouvel. Un petit mot sur l'agriculture urbaine. Très très largement relayé par les médias, mais qui rentre évidemment dans les dispositifs
en hydroponie végétalisation. Encore une fois, avec de grands guillemets sur la notion d'agriculture. On est plutôt sur du jardinage en vrai. Ça vous est peut-être moins connu, les bioréacteurs. Alors, juste un mot sur les bioréacteurs. Ça, c'est la seule expérience construite aujourd'hui dans le monde. L'idée, c'est vous mettez des éprouvettes de verre. On a 2 ou 3 entreprises en France qui font ça. Vous remplissez d'eau et vous y cultivez des espèces d'algues, de spiruline, que vous nourrissez au sol et que vous récoltez à peu près quotidiennement. Avec 2 grands usages. L'un destiné à fabriquer des biocarburants, coût de sortie de l'ordre de 50 € du kilo produit. L'autre destiné à l'industrie cosmétique, coût de sortie de l'ordre de 500 € le kilo. Le deuxième étant une niche à laquelle les 2 ou 3 fermes existantes aujourd'hui suffisent largement à répondre. Le premier étant pas une niche, mais absolument pas rentable, parce que oui, vous prenez le soleil, il faut de la photosynthèse, ensuite il faut récolter ça, il faut méthaniser pour obtenir un biocarburant. Je ne vous dis pas l'usine à gaz, la finesse de l'installation, sa sensibilité. Dire que la technologie n'est pas mature, c'est un euphémisme. Il y a pourtant des projets aujourd'hui, un certain nombre, de confrères et amis qui pensent notamment à un des projets lauréats de réinventer Paris, qui propose une façade en bioréacteur. Pour l'instant, l'exploitant, semble-t-il, ne s'est pas déclaré. Un mot maintenant sur nos balcons, qui finalement, c'était... Alors, évidemment, ça c'est la chose la plus ancienne du monde. On s'est posé une question dans le cadre du projet de recherche tout à l'heure, qui est toute bête, qui était de savoir si aujourd'hui, pour vous lever la tête, vous voyez des balcons un peu partout, végétalisés. On s'est dit, est-ce que ça a toujours été le cas? Pas sûr, au fond. Et donc, on est tombé sur un fond de photos du vieux Paris, un fond photo accessible en librairie. Tout à fait, c'est une collection de cartes postales, de photos privées, c'est absolument pas fait dans ce but. Il existe pour tous les arrondissements, on en a sélectionné 5, un peu au hasard, hein. Et puis on a fait des parcours urbains, et on a refotographié des rues qui avaient été photographiées. Et ensuite, on s'est livré à l'exercice un peu fastidieux, on a compté les fenêtres. Et on a compté les fenêtres sur lesquelles il y avait des pots, hier et aujourd'hui. Ça nous a occupé à l'été avec 2 stagiaires. Il y a des choses. Et ça a donné des résultats intéressants. Donc en gros, on a pris 10 arrondissements, 50 fenêtres par rue. C'est-à-dire que vers le fond, on a fait compter, c'est à peu près la moyenne qu'on avait compté. Ça fait 500 fenêtres par arrondissement et au total 2500 fenêtres, ce qui commence à être quelque chose de vrai échantillon. Et donc on l'a considéré dans la période ancienne qui se situe entre 1910-1940 et le début de cette étude qui était 2016-2017. Alors, c'est pas un truc qui est criant, il faut s'arracher les yeux, puis aller voir exactement à la limite, est-ce qu'il y a est-ce qu'effectivement on avait un pot ou pas. C'est un travail un peu long, mais tout de même qui a mis en évidence, donc on retrouve certaines rues, pas toutes, mais certainement, et qui a mis en évidence le résultat suivant, c'est qu'on est quand même passé en un demi-siècle, dans à peu près 2%, totalement transversal d'ailleurs, c'est-à-dire que l'aspect sociologique des arrondissements parisiens, qui en plus de ça a changé dans le terroir, d'accord, mais indépendamment de ça,
On trouve des balcons végétalisés dans des quartiers modestes et dans des quartiers bourgeois. Et il y a des endroits où on n'en trouve pas dans des quartiers modestes et dans des quartiers bourgeois pour plein de raisons. Par exemple, vous êtes sur un grand boulevard, c'est pas un haut lieu de l'activité, votre balcon. C'est un truc, vous y allez pas. Enfin, vous y allez les cigarettes quand on fumait, mais maintenant qu'on ne fume plus. Bon. Alors qu'il y a des endroits plus protégés où vous allez effectivement avoir une terrasse, vous allez pouvoir investir. Donc, il y a beaucoup de choses qui conditionnent la végétalisation, mais en tout cas, pas de façon criante la question des niveaux de vie. Alors, je vous la fais très synthétique. Une minute. On a déterminé également l'apparition, par la période contemporaine, de figures de végétalisation qui sont comme des formes de contagion. C'est-à-dire que quand vous êtes près d'un parc, et quand vous êtes aussi près d'un beau mur végétalisé, ou que vous êtes dans un endroit où il y a déjà des gens qui ont végétalisé leur balcon, et bien ça se propage. C'est intéressant. Le verre attire le verre. Et du coup, ça serait une photo encore prolongée. Au fond, on crée une forme de continuité d'un milieu de la façade du bâtiment, sur lequel on a un type de continuité, dit en bas japonais, pour un type de microfaune, d'insecte, qui apparaît et qui ne coûte rien à la collectivité. Une forme de végétalisation urbaine. Alors évidemment, c'est très partiel, mais c'est, de mon point de vue, intéressant parce que c'est évidemment un grand lieu, des rares lieux d'interaction de nous, êtres humains, avec le milieu naturel qui nous environne. Et il n'y en a pas beaucoup en ville. Et l'autre aspect, l'autre figure nouvelle qui apparaît, c'est ce qu'on appelle le jardin de fenêtre, qui consiste à substituer à la vue que l'on a un écran végétal. Alors ça n'existe pas avant la période contemporaine, c'est tout à fait nouveau. On va le trouver de mille façons, on l'a déjà vu. Et les enquêtes qu'on a faites sont assez étonnantes aussi, c'est-à-dire que les gens ne font pas ça pour se protéger de la vue. Ça nous renvoie bien à la question des besoins de nature et à la complexité des motivations. On n'en parlera peut-être pas dans les questions, parce que sinon je ne vais pas avoir le temps de finir. Donc cette complexité de motivation, là il y a eu des études, deux thèses dans la période contemporaine qui abordent plus ou moins ça. Un certain nombre d'auteurs, ou l'ADIS en a parlé, mais en gros, on est encore complètement dans l'incertitude. Moi, je tendance à émettre une hypothèse qui est celle d'un besoin instinctif, c'est-à-dire qu'on doit être très très long. Très très long. Dans un comportement, si on reprend la posture du voile noir Riri, le célèbre historien qui décrit la chronique aujourd'hui, qui remonte sur l'histoire de l'humanité au temps le plus ancien. Si on prend l'homme, le premier homme, c'est un animal qui vient de la forêt, qui est un chasseur mais qui est aussi un animal proie, et qui a un rapport à la lisière et au dedans et au dehors, qui à mon avis est assez profond. Le plaisir qu'on a à aller du dedans au dehors, peut-être que c'est ça que l'on refabrique quand on végétalise comme ça le balcon. Et on a fait des relevés, et, avec des relevés habités, qu'on appelle des spatiographies, et on s'est aperçu que, évidemment, les balcons sont très parlants, hein, ils décrivent les gens qui habitent derrière, et les gens qui commencent à végétaliser, quand ils demeurent, ce qui se passe habituellement, c'est que la végétalisation prend de plus en plus de place. C'est-à-dire qu'on cumule, on jette rarement. Mais quelqu'un qui végétalise depuis longtemps, bah, souvent a sacrifié un certain nombre de fonctions de son balcon, voire toutes. C'est la tendance un petit peu naturelle qu'on a pu observer. Je ne vais pas plus loin dans l'interprétation, c'est un résultat. Et à partir de là, on s'est dit, dans le cadre de ce projet de recherche, donc Écoville, la problématique, c'est comment, en végétalisant la rue Corridor, participer à l'augmentation de la résilience urbaine face au changement climatique et à l'effondrement de la biodiversité. Donc, il y avait ce travail
inventaire des modes de végétalisation des rues. Et on s'est posé la question, aujourd'hui, les murs végétalisés sont coûteux quand ils sont en hydroponie, extraordinairement coûteux en verre, et pauvres en biodiversité quand ils sont en technique traditionnelle de grimpante sur la semence. Parce que là, vous avez quelques espèces, pas plus de 4 ou 5, et 2 communément en prévention, qui sont le mur qui occupent l'essentiel. Donc ça donne effectivement, on découvre la richesse du bien aujourd'hui, mais en fait ça reste relativement fort. L'idée c'était comment avoir une meilleure biodiversité avec un coût faible. On s'est dit, il faut aller sur le chemin de l'eau. Et donc là, je vais une petite anecdote, qu'est-ce qu'un dauphin vert? Ce n'est pas un titre de noblesse, ce n'est pas un dauphin qui veut manger par chlorophylle. C'est un dauphin, c'est une pièce de fourberie, de zinguerie. Le dauphin c'est la pièce, traditionnellement, c'est la pièce de bras qui sert à rejeter l'eau qui vient de la toiture à l'égout. Et souvent, ça passait à travers le trottoir. Mais c'est une vie dans notre chose. Donc nous, on en a fait un dauphin, c'est un équipement de gestion des eaux de pluie au service de la végétalisation urbaine. Et donc, on a du point, un panneau qui se substitue au dauphin en fonte, en pied de descente de l'eau pluviale, pour obtenir une végétalisation économique. On a un site, une simulation du panneau. Puis on végétalise le panneau, c'est toujours une simulation. Alors les enjeux, c'était donc participer à la biodiversité, c'est une expérience, participer à la biodiversité urbaine, voir ce que l'on obtenait, participer à la lutte contre les îlots de chaleur, puisque au pied de l'immeuble, c'est là que vous passez, donc c'est là que c'est très sensible, c'est le plus fort de la minéralisation et du ressenti, retenir les eaux pluviales de toiture, et on a fait une expérience de végétalisation participative, toujours pour diminuer les coûts. Donc en fait, on a cherché le moins cher du moins cher. Pas d'eau, ça vient de la toiture, pas de structure pour un immeuble, pas d'ensemencement, c'est les habitants qui plantent et qui entretiennent. Il reste donc juste à venir poser un impact. Participer à la biodiversité urbaine, on est arrivé à une vingtaine d'espèces carrées, participer à la lutte contre les îlots de chaleur. C'est principalement par l'effet tampon, puisque l'on a une caisson qui conserve, avec un substrat inerte, qui conserve de l'eau de pluie, donc qui va rayonner tranquillement. Voilà, gérer les eaux de pluie. Donc, vous voyez, en haut, on récupère les eaux de pluie, on les répartit dans ce caisson, et le surplus est renvoyé à l'égout. Sur la partie droite, ce que l'on voit, c'est la gouttière, puis en plan, et puis en fait, on a détourné en métal déployé, en retournant les écailles vers le haut. D'habitude, ces métaux déployés servent de grille de ventilation, servent à évacuer l'eau vers l'extérieur. On va inverser, donc ça évacue l'eau vers l'intérieur. Et ce faisant, on récupère les végétaux qui meurent et la matière organique qui vient se loger entre un feutre horticole qui sépare le substrat de l'atoll. Et donc on obtient un effet de joint dont on sait que la végétation spontanée se sert pour s'implanter. Le jour où on a implanté, on a fait une petite inauguration avec les habitants, et avant qu'il y ait eu lieu l'inauguration, tout de suite les gens sont allés planter. Et ils ont planté, parce qu'on n'avait pas briefé, on voulait que ce soit participatif, ils ont planté des pensées, des impatientes, des trucs qui font joli, des trucs à fleurs. Donc ça a très bien marché, il y avait une gardienne qui avait la main verte, donc qui a mobilisé ses troupes. Voilà, ça c'est la mise en œuvre, donc voyons, on a aussi le substrat mis à l'intérieur du melène, c'est du feutre cardé qui sert d'éponge, qui augmente la capacité de rétention d'eau. Et voilà, c'est devenu comme ça. Donc ça a pas mal marché. Et avec une esthétique assez marrante, qui est une esthétique hybride, qui n'est pas l'esthétique des murs végétalisés habituels, qui est une esthétique avec un mélange de fleurs de balcon, de fleurs spontanées, et puis de fleurs que nous, de plantes que nous on avait amenées aussi, qu'on met
replanter une fois par an. Voilà. Et je vais mettre une vidéo. Bon, on va faire une tentative là. Il a l'air de pouvoir fonctionner pour que le micro-baladeur puisse se balader. Mais ça fait un bruit. Oui, non, oui, peut-être. Oui, oui. Et ça fait un professionnel ici. Comment? Oui, ça va Ça très fait vite. beaucoup. Oui, mais ça gueule. Oui, mais c'est... Très désagréable. On peut peut-être se parler sans micro. Non? Ça va être très délicat. Je crois que je vais aller chercher le technicien. Bon, qui veut la parole? Donnez-moi des mains, levez-les si possible. Voilà. 1, 2, 3. Je vais une dame devant moi, une autre dame, et ensuite. Dans votre description des sols, vous avez parlé d'eau, de nutriments et d'énergie. Et les bactéries, dans quel compartiment est-ce que vous les mettez? Vous n'avez pas prononcé ce mot-là, on sait que c'est quand même un élément important d'un sol vivant. Merci, et j'aimerais beaucoup le titre du livre de l'américain, l'Almanach. Je n'ai pas compris la suite. Non. Oui, alors là, c'est moi qui vous écrivez. Non. Test 1, 2. Bah oui, normalement, il ronfle, c'est ça? C'est mieux maintenant? C'est mieux maintenant? Oui. Ça va mieux? Oui. On va faire. Merci. Non, mais on fait des petits tests. C'est subtil. Je pense que c'est le câble du micro qui est. C'est le câble du micro qui... Là, ça va quand même. Un petit ronronnement. Cette salle, Je vous le redonne. ça ronronne. Ça va mieux ou pas? Ça ronronne encore. Et où est l'autre micro? Il est là, il est là. Il est là. Voilà. Bah, Alors moi j'ai deux questions. Une première, c'est par rapport à ce que vous avez dit au tout début, en dénonçant, en critiquant, le cas des très grandes villes, l'étalement c'est pas bon, la grande hauteur c'est pas bon, mais la grande hauteur, c'est ce qui permet peut-être d'éviter l'étalement. Donc, alors, sauf à dire on ne doit plus augmenter la taille des villes, et qu'effectivement il faut arrêter, il ne faut pas aller très grandes villes, etc. Mais si les villes continuent à croître, comment vous voyez la solution entre étalement qui est effectivement des pavillons partout, qui vont prendre de la place de plus en plus lointaine, ou alors il faut des immeubles hauts pour éviter l'étalement. Là, je vous pose une question un peu générale par rapport à votre exposé. Et puis la deuxième question, je reste aussi sur un peu le général. Il m'a semblé comme ça que vous plaidiez plutôt pour la végétalisation verticale, ces choses-là, et vous avez un peu critiqué les arbres. On a un peu l'impression qu'il y a une sorte d'opposition par rapport, je me trompe peut-être, mais qu'il y a une sorte d'opposition entre voilà, tout ce que vous avez développé. C'était passionnant parce que vous avez montré la complexité de ce que c'est que la Terre, de tout ce qu'on peut faire, etc. Donc, c'est tout à fait passionnant. Mais j'ai un peu l'impression que vous êtes sur le terrain, voilà, il faut
faut faire du vertical végétal, etc. Et au fond, l'arbre, ça vous paraît, bon, c'est dépassé, enfin, je ne sais pas trop, hein, c'est peut-être une impression de votre exposé. Et est-ce qu'il n'y a pas quand même de la biodiversité qui se fabrique dans le bois, dans la forêt, extrêmement riche, par rapport à la biodiversité quand même peut-être limitée dans les végétalisations que vous proposez? Vous pouvez le relever la main, c'est là, pardon, c'est plus là, c'est monsieur. Oui, j'aurais juste une question par rapport au contexte juridique en fait. J'imagine que ce type de végétalisation, tout le monde ne peut pas faire pousser n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Enfin, j'imagine qu'il y a des textes légaux ou des dispositions réglementaires qui existent. Est-ce qu'on a une idée de leur évolution, enfin, des obstacles qu'elles peuvent poser et des améliorations qui pourraient être faites sur ces points? On va marquer un temps, voilà, réponse là, si possible. Toujours pas? Pour répondre à la première question sur les bactéries. Je sais plus la dame. Oui, c'est comme, pour moi, c'est comme les vers de terre, c'est l'énergie organique, c'est-à-dire que tout ce qui est vivant, c'est une machine énergétique. Et c'est vrai que je ne suis pas encore tout à fait certain de garder cette formalisation-là, cette notion d'énergie, mais elle permet d'englober vous en train de porter votre eau sur les balcons et de mettre sous le même logo le ver de terre qui ventile la terre. Et c'est toujours de l'énergie qui est en jeu, en réalité. Donc des coûts, quand on est un système monétarisé anthropisé, ou des coûts organiques, quand on est en point de vue du vivant. C'est pour ça que j'étais intéressé là-dessus. L'auteur, c'est Aldo Léopold. Si vous pouvez remettre, on laisse la bibliographie et comme ça on pourra peut-être en parler au fur et à mesure. Pour monsieur, alors ça, je vous remercie pour cette question. Je vais commencer par la deuxième parce que c'est la plus perturbante pour moi. Ça fait partie des questions que à l'école ou à l'université on ne vous pose jamais parce que genre pas d'objectif, alors qu'ici on a l'objectif en tout cas d'être là ensemble. Et du coup, on ne se rend jamais compte quand vous faites un exposé, il y a du sens qui se crée et qui vous échappe. Et alors, si j'ai laissé passer, laissé entendre qu'effectivement, il fallait végétaliser le bâti et puis les arbres, on s'en fichait, c'est vraiment une catastrophe parce que évidemment, c'est tout l'inverse. Évidemment que le premier mode, en termes de masse, de biomasse produite, le premier des modes, c'est les arbres. C'est la strate haute de la végétalisation, tout à fait en bas, on a les lichens, le mousse. Quand on arrive à avoir des arbres, on ne peut pas rêver mieux. Donc, évidemment que c'est l'objectif d'avoir des arbres en ville. Mais je suis architecte. Et moi, ce dont je veux parler, ce sont des bâtiments. Donc j'ai choisi de parler de la végétalisation du bâti plutôt que des arbres. Je ne suis pas d'accord. Mais évidemment, alors là, que ça soit clair entre nous, évidemment. Et ça compte pour peanuts, la végétalisation du bâti, en vrai.
dans le fonctionnement écosystémique à ce jour, à cause de ce que je vous ai dit sur les discontinuités écologiques et à cause de ce simple phénomène de quantité. Par contre, ça compte pour punaise, du point de vue de la biodiversité. Enfin, ça compte pour peanuts de ce que l'on en sait aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les continuités, même en pas japonais, parce que moi j'ai pas déployé ça, mais vous voyez, les continuités sont soit littéralement physiques, le long du domaine, des vraies continuités de surface foliaire, soit c'est des pas japonais, des pieds d'arbres séparés par du goudron, ça est de l'un à l'autre. Il n'est pas certain que dans les années à venir, on ne sera pas mis en évidence les modes de continuité dont l'être humain est en fait un vecteur et qu'on ne prend pas pour l'instant. Mais voilà. Pour parler de ce qu'on connaît, je m'arrête là. La première question que vous avez posée est plus compliquée parce que étalement pas bon, grand auteur pas bon, ben c'est les deux, oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est ce qui conduit aujourd'hui les étudiants dans une école d'architecture à se dire que construire c'est mal. C'est un vrai problème. Il y a une vidéo qui circule d'un centralien, d'un jeune étudiant, c'est un étudiant qui m'a envoyé ça, un jeune ingénieur centralien de l'école centrale de Nantes. Son discours de remise des prix. Certains d'entre vous l'ont peut-être vu, vous regarderez sur YouTube. Et son discours s'intitule « Je suis perdu ». Qu'est-ce qu'être ingénieur aujourd'hui dans un monde où la production d'artefacts notoirement détruit le monde? Donc, pour amener quelques points lumineux d'espoir, comme le dit Lorenz. Bon, effectivement, l'étalement urbain, c'est une catastrophe, à la fois pour les terres agricoles, pour les réserves de biodiversité, et pour nous aussi, parce que plus on est étendu, plus on perd le contact avec ces terres qui sont nécessaires au fait d'avoir des écosystèmes viables. Donc, on est certain aujourd'hui qu'on doit limiter. En plus, si on là on a fait une enquête végétale, notre topic sur l'énergie et sur l'énergie en ville, les formes urbaines. Plus vous êtes étalé, et la Chine en fait l'expérience, plus vous êtes étalé, plus vous êtes consommateur d'énergie. Et c'est mathématique. La Chine se déplaçait en vélo lors de la révolution culturelle parce qu'on vivait là où on travaillait. La ville s'étend, crée des villes fortes, donc elle se déplace en voiture. Et c'est bien connu. Donc, il ne faut pas s'étendre. Faut-il monter? Alors, pareil, entrée énergétique. J'appartiens à un truc qui s'appelle l'ICED, qui est l'Institut conseiller en environnement du bâti. On sait, de façon certaine, qu'il est impossible aujourd'hui de faire des tours zéro énergie. C'est impossible. C'est-à-dire que vous développez la capacité, vous ne développez pas de capacité de captation énergétique, et par contre, vous faites croître les besoins d'énergie du fait de la gravité. C'est pour ça que je mets ce logo énergie dans mes schémas sur la végétalisation verticale, parce qu'on déduit une loi, les lois des apports hors sol. Plus vous fragmentez un petit pot, plus il faut apporter d'énergie. Parce que c'est comme le beefsteak, quand on va bien découper, il perd son énergie plus vite que quand il est en morceaux. Plus vous avez des petits pots, plus vous maîtrisez, et plus il va falloir pédaler pour que la plante reste en vie. Et plus elle est en haut, plus il faudra dépenser d'énergie en ascenseur pour amener l'eau et tout ce qu'il faut amener de la plante. Donc, plus on est sur des tours, plus c'est coûteux en énergie. Dans l'état des savoirs, on n'a pas d'autre choix que de régler des curseurs. Mais là où je pense qu'il y a de la marge, on travaille en ce moment, il y a un groupe au muséum qui travaille sur la question des formes urbaines, et on
monté une formation qui s'appelle UrbaView. Il y a quand même de la marge. Quand on monte très haut. Quand on s'étend souvent très fort. C'est-à-dire qu'on minéralise un département tous les 10 à 13 ans en France. Et à un moment donné, ça va forcément s'arrêter, en France en tout cas. Bon, on est en train de régler les curseurs sur des formes urbaines plus vertueuses. Il y a une marge importante, c'est-à-dire qu'à périmètre constant, les projections de croissance démographique des pays occidentalisés, il ne semble pas y avoir d'impossibilité à l'horizon connu. 10 millions d'êtres humains à la fin du siècle, à périmètre urbain constant, on saurait les absorber, de la même façon qu'on saurait les nourrir, sous réserve de modifier un peu notre régime alimentaire. Mais voilà, c'est pour apporter une réponse quand même à cette question. On ne s'étale pas, on ne monte pas. C'est vrai que la montée n'est pas une réponse à l'étalement, parce que d'un côté, vous économisez la capitale biodiversité, et de l'autre côté, vous consommez davantage d'énergie, donc vous réchauffez. Parce que quand vous consommez de l'énergie, vous faites à la fois un travail produisé, mais derrière, il y a une entropie, donc vous réchauffez la concurrence de ce que vous avez produit. Donc, le réglage des curseurs. Je réponds à la dernière question. Alors, allez-y. C'est pour ça. Pour rebondir un petit peu sur ce que vous venez de dire, justement, enfin, pour aller plutôt dans la continuité par rapport à l'étalement urbain, est-ce que, bon, là c'est une question qui dépasse même l'écologie, qui à mon avis va dans l'économie, la politique, toute l'organisation, ça pourrait même faire un sujet pour le débat actuel, je ne sais pas. Est-ce que justement, on ne pourrait pas se poser la question justement de limiter, entre guillemets, ça ne se fera pas du jour au lendemain bien sûr, mais la population des villes, et de répartir la population à l'échelle d'un pays, voire de l'Europe, pour justement retrouver un équilibre. Parce que, enfin, je vais vous citer un cas que je connais bien, puisque j'habite à moitié dans le 14e et à moitié dans un petit village viticole de Côte d'Or, où là, effectivement, on a une maison sur deux qui est à vendre, et les nouvelles personnes qui s'installent, plutôt que d'acheter une petite maison où vous habitez effectivement sur 3 étages, parce que c'est une maison qui date du Moyen-Âge, ils vont aller construire un pavillon à la sortie du pays, alors que vous avez tout le centre-ville qui est mort, quoi. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi, via des politiques locales, via même nationales, se faire en sorte de recréer un équilibre entre les deux continents? J'ai encore une question là-bas devant, là-bas derrière. C'est moi qui suis. Oui, je suis un petit peu perdue dans ces descriptions et discussions sur faut-il du vertical, de l'horizontal ou des choses comme ça, alors qu'on n'a même pas défini ce qu'on mettait dans la ville. Je veux dire, pour moi, je comparais des villes comme Paris intramuros où l'industrie a disparu depuis un certain temps, avec des villes chinoises où la pollution, eh bien, elle est là parce qu'il y a l'industrie dans les villes chinoises et qu'il n'y a pas de réglementation sur la pollution due à l'industrie. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi tenir compte un petit peu de ce qu'on met dans une ville avant de savoir s'il faut l'étaler, la faire pousser en hauteur, tout ça? Je reviendrai sur la question juridique qui a été posée avant. Je vais répondre à ces deux-là dans la mesure, ces deux dernières questions, dans la mesure de je peux y répondre. Dans votre propos, me semble-t-il, il y a deux aspects. Il y a la question du repeuplement des campagnes pour dédensifier les villes. Et vous avez évoqué la question de l'étalement urbain avec le lotissement, alors que le patrimoine ancien reste vacant. Sur le premier aspect, j'ai nettement
Voilà. Je ne peux pas vous répondre. Voilà. Ouais. En revanche, sur le deuxième, sur la question du réemploi et de la réutilisation, aujourd'hui, dans l'enseignement, dans les écoles d'architecture, on fait un focus là-dessus, c'est-à-dire construire la ville sur la ville, la rénovation urbaine, réemployer, réutiliser. On ne parle pas de recyclage dans le bâtiment, mais réemployer. On en parle dans l'industrie, mais pas dans au niveau où on se situe dans la fabrication du bâtiment. On parle de réemploi ou de réutilisation. Donc là, réellement, oui, ça fait partie on forme les gens dans ce sens. C'est l'objectif. Arrêter de faire des lotissements à bas prix et réemployer le bâti à chaque fois que l'on peut pour économiser au maximum et de l'énergie et de la terre. Ça, c'est une directive super claire aujourd'hui. Dans l'organisation de la transition, dans l'enseignement de la transition écologique au niveau national, où je suis impliqué, c'est vraiment nos objectifs majeurs et on va vers des pédagogies d'expérience. C'est-à-dire on met les étudiants en situation de terrain beaucoup plus qu'on le faisait. On va à fond dedans. Une prise de conscience qui est très claire. Je n'ai pas vu qui posait la question sur qu'est-ce qu'on met dans la ville, mais bien sûr, vous avez raison. C'est vrai que la ville chinoise est polluée par ses industries, mais elle est également polluée par ses transports. Et de façon proportionnelle quand même. C'est-à-dire on sait que la pollution liée au transport n'est pas négligeable par rapport à la pollution industrielle. Donc c'est vrai, vous avez raison sur l'industrie, mais la question du transport nous est commune. Et quand on parle de l'étalement urbain en métropole, c'est-à-dire en France, la grande question, et là on pourrait rebondir sur l'actualité politique, c'est qu'on a vendu un modèle sociétal, effectivement, fondé sur les déplacements et sur la mise au vert, donc la minéralisation des sols et l'emploi de la voiture. Aujourd'hui, ce qui interroge les gilets jaunes, c'est le mode de société qu'on a vendu. Ça c'est certain. Alors, on sort complètement du cadre, mais c'est quand même intéressant. C'est quand même lié, effectivement, à une forme d'écologie urbaine. Voilà. Ensuite, et là je ne suis pas compétent à nouveau, je vais m'arrêter là. L'exode rural n'est pas fini, c'est-à-dire que l'attractivité des villes reste super forte. Oui, le travail et les vertus de la ville dense. C'est-à-dire que je sens bien qu'il y a parmi vous un certain nombre d'universitaires ou de gens. Bon, on sait tous bien que c'est plus facile de faire plein de choses dans une ville que de faire la campagne. Moi, j'enseigne dans plein d'établissements, ils sont tous à 500 mètres les uns des autres. Sinon, jamais je le ferais. C'est juste impossible. Et la ville, le modèle de ville vers lequel une ville écologique, c'est une ville qui est dense, mais pas trop. C'est une ville où on se déplace debout et lentement. Et on se déplace lentement parce qu'elle n'est pas trop étalée. Donc on n'a pas trop de distance à parcourir. Et la ville qui est énergivore, elle est étalée, et on cherche à se déplacer vite parce qu'elle est étalée. Et quand vous cherchez à vous déplacer vite, vous consommez beaucoup d'énergie. Alors, c'est pareil, on sort de mon champ, mais je crois savoir, il y a une étude en cours sur les motivations de sortie de la ville dense, et j'ai lu un article il n'y a pas longtemps où il semblait que les choses ne soient pas corrélées, c'est-à-dire que la ville soit dense ou pas, que vous habitiez Dijon ou le 10e arrondissement, c'est pas la même densité. Hein. Mais vous partez quand même une fois par an à l'extérieur. C'est-à-dire que la ville soit une ville de province peu dense, avec plein d'aménités et une autre qualité de vie, ou que vous soyez au cœur de la ville dense, vous partez quand même. Et donc vous ruinez quand même votre bilan carbone annuel, parce que vous partez quand même vous mettre au vert et changer d'air. Donc cette question-là, elle n'est pas que liée à la formule. Bon, sans un peu. Je voudrais revenir sur la question, parce que je connais la réponse là pour moi, sur la question juridique qui a été posée sur peut-on faire n'importe quoi, digitaliser comme on veut. Dans le cadre de l'ANR, moi j'avais deux travails, c'était faire des protos, et
réfléchir à des formes innovantes de végétalisation urbaine et assurer une veille réglementaire et technique. Donc j'ai passé un certain temps à éplucher la totalité de la réglementation applicable aux questions de végétalisation. Et d'ailleurs, je vous l'ai mis en référence. Vous allez sur le site de Plantécité. Il y a deux grands sites ressources pour la végétalisation en ville. C'est Plantécité à Angers et la Botanica à Montpellier. Vous me permettez, monsieur, quelques instants. Compte tenu de plein de problèmes techniques, il est clair que le PowerPoint de notre intervenant du jour sera sur le site. Donc vous pourrez vous référer à un certain nombre de schémas pour pallier les difficultés auditives. Voilà. C'est tout. Voilà. Il est d'accord? Mais il est d'accord. Oui, voilà, donc j'avais négocié avant. Hein, donc, non. Merci. Elle avait négocié. De façon très schématique et assez amusante aussi, il existe effectivement un certain nombre de blocages réglementaires qu'on peut opposer à la végétalisation. C'est-à-dire vous êtes dans une copropriété et puis vous décidez de végétaliser votre cour. Et imaginons que je sois le syndic et que je sente que l'assistance est partagée. Il y a les uns qui disent oui, il faut entretenir tout ça. Au début c'est joli, au bout de 10 ans, il y en a partout, il faut faire venir évidemment quelqu'un, qui va payer, c'est mieux. Donc le syndic au-dessus, le syndic avant, il n'y a pas, dans le domaine juridique, il n'y a pas moyen de... Et il y a plein de textes. Et ces textes, on les trouve surtout dans le règlement départemental sanitaire. Et là, c'est extraordinaire. Vous en avez plusieurs qui vous permettent de vous opposer à toute forme de végétalisation du bâti. Parce que c'est écrit en toutes lettres. Lutte contre le nuisible, évidemment, les nuisibles, l'idée même du nuisible est obsolète, on est d'accord, mais tout ce que vous pouvez imaginer de plus ou moins nuisible habite en rivière, n'importe. Ça va du ragondin à la petite araignée, enfin. Il y a la question de l'humidité. Les plantes, ça garde l'humidité auprès du bâti. Alors là, c'est non aussi. Il y a l'obligation de ravalement. C'est imparable. Avec l'obligation de ravalement du bâti, si c'est végétalisé, voilà, il y a quelques autres. Donc effectivement, vous regarderez, il y a une synthèse sur Plantécité, si le sujet vous intéresse. Des textes qui sont repérés, qu'on peut opposer à la végétalisation du bâti. Bon. Si on prend de hauteur, une réglementation, c'est quoi? C'est un texte sur lequel la collectivité s'est mise d'accord et qui, au fond, traduit les acquis de l'expérience des générations passées qui ont estimé que on va faire un règlement et ça permet aux générations qui suivent de faire les erreurs qu'on a faites. Alors, si on prend par exemple l'exemple de l'humidité sur le bâti et du caractère corrosif de la plante, on soupçonne, c'est pas démontré, on soupçonne que la végétalisation des pieds de mur protège le bâti au moins autant qu'elle l'altère. Et on le soupçonne parce qu'on s'est aperçu que dans des églises du sud-ouest, qui est un endroit connu pour être très sec, ont planté, les églises étaient fondées sur des puits de bois, traditionnellement, et les églises étaient plantées autour, vraisemblablement pour stabiliser le niveau hygrométrique. Donc il y avait un effet de symbiose entre la santé du bâti dans la durée et la végétalisation environnante qui pompe l'eau. Certes, elle en permet le passage, mais en même temps, elle pompe l'eau. Après, on sait aussi que les racines conservent à la proximité et réservent l'eau. C'est pas à l'échelle du bâti, ces questions-là. Le bâti est fait pour résister à une humidité, surtout maintenant avec le béton, pas à l'échelle. Après, il y a la question du gel. Et donc là, on fait tout un travail sur lequel je n'ai pas communiqué du tout, mais mise à l'échelle avec des relevés.
de l'appareil racinaire de la majorité des plantes qu'on trouve à proximité du bâti et du bâti lui-même. Et on voit très bien qu'on est sans rapport. C'est-à-dire que les racines, c'est des cheveux, c'est des choses plus fines. Je ne parle pas du buléia, du peuplier noir, du robinier. Ça, c'est du ligneux qu'il faut quand même mieux éradiquer, on est d'accord. Ça vous ouvre des fissures. Les espèces ligneuses ne sont pas bienvenues sur le bâti. Mais pour les espèces vivaces, annuelles, et les petits ligneux, les arbustifs. Donc, l'état des savoirs évolue. C'est l'état des savoirs qui aboutit à des réglementations. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une forte prise de conscience. C'est l'affaire de quelques années pour que cette réglementation se mette d'équerre. Mais aujourd'hui, on peut s'opposer très facilement à la végétalisation du balcon en France. Les balcons. J'ai recherché, sans la trouver, la règle qu'on trouve dans plein de règlements de copropriété qui vous oblige à mettre vos pots de fleurs à l'intérieur du balcon. Ça daterait d'une ordonnance du préfet de police de 1856, quelque chose comme ça. Je l'ai vu passer une fois, je n'ai jamais retrouvé. Je peux faire la recherche dans les archives. Aujourd'hui, on ne le trouve pas dans les textes, ce truc-là. Nulle part, ni dans le code de l'urbanisme. Par contre, vous avez l'obligation de votre responsabilité civile, de ne pas tuer la personne qui est en bas de la rue. Donc, voilà, ça relève de ça. Mais on est bien comme la grande sur deux. Je suis en désaccord avec vous. Dans le règlement de copropriété des HLM de Paris Habitat, il y a la notion tout dispositif qui s'appuie sur le mot m'échappe, doit aller vers l'intérieur et pas vers l'extérieur du bâtiment. Voilà. Et quand c'est dans ce qu'on signe dans le bail, on est un peu piégé, quoi. Donc il y a toujours la possibilité. D'autre part, peut-être que le problème d'assurance, de choses qui tombent, il y a une responsabilité civile, et comment ça joue, je ne sais pas. Voilà, bon. Voilà. On fera actuellement des balconnières avec un côté Oui. extérieur et un côté intérieur. Ouais, ouais. Et à mon avis, c'est très astucieux parce que ce chevauchement, lorsque l'architecture le permet, garantit. C'est pas sûr. Oui. Oui, il y a deux éléments qui me questionnent, il y a biodiversité d'un côté, il y a pollution de l'autre. Quel rapport vous faites, en particulier en tant qu'architecte, sur quoi est-ce que vous tenez compte des deux? Quel est le rapport entre les deux? Voilà, c'est moi. Merci. Une petite précision concernant le bioréacteur de Hambourg, le seul au monde, qui a devisé donc le cosmétique et puis les biocarburants. Est-ce qu'il y a une perspective avec l'alimentation, avec l'alimentaire, pour les algues? Vous savez pas. J'aimerais sur le bioréacteur. En fait, j'avais moi-même développé un projet dans un concours américain avec l'idée la question, c'est l'agriculture. Vous savez tous qu'un chou, ça se cultive bien dans une terre qui ne vaut pas cher. Si vous êtes sur une terre qui vaut un fruit de chou, l'amortissement des installations destinées à la culture du chou, pour être bio, ça va être accessible à la vente. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est un serpent de mer, l'agriculture urbaine. Il y a un monsieur qui s'appelle Dixon des Pommiers, qui a défrayé la chronique pendant des années
avec, comme font les Américains, un label pseudo-scientifique, et puis une communication à marche forcée, très business, pour faire des fermes urbaines sous forme de silos. D'ailleurs, argument déterminant, me semble-t-il, c'est qu'il y a des études qui existent depuis une trentaine d'années là-dessus, et ça n'existe pas. Il existe une ferme urbaine sur un supermarché au Canada, une autre expérience à Shanghai, et voilà, mais sur des choses extrêmement ponctuelles, il n'y a pas de business model derrière. L'expérience Romainville qui a été tentée récemment, on a encore la preuve, c'est-à-dire que construire des serres sur une terre qui ne coûte rien, mais toujours à l'équilibre limite du producteur par rapport à l'appareil distributeur. Construire une serre en milieu urbain sur un foncier qui vaut cher, en hauteur, donc c'est encore plus cher, avec toutes les difficultés d'exploitation que ça va amener, et un bénéficiaire qui n'a plus aucun rapport avec le marché, et qui en plus se fait dans des conditions de qualité de produit qui sont quand même pas très sexy, c'est-à-dire sur de la culture hors sol. Pour vendre du bio quand on fait de l'hydroponie ou de l'aéroponie, c'est quand même pas le meilleur. Donc, compliqué. Donc, pour répondre à votre question, je parte un peu loin, mais la question c'est, on se dit, comment produire des choses du domaine végétal à très forte valeur ajoutée. Et là, on arrive effectivement sur des cultures rares, des choses qui pourraient trouver un débouché. Et bon, j'avais développé un projet d'agriculture urbaine dans la double peau des immeubles de bureaux. Oui, la double peau, ce que c'est, c'est-à-dire, vous avez plein à la Défense, hein, vous avez une première façade vitrée, 60 cm, 20 mètres, et une deuxième façade vitrée. La façade extérieure protège la première, et entre les deux, vous avez une sorte de climat dérivé qui améliore les conditions de confort. C'est particulièrement utilisé dans les tours, où l'exposition au vent et aux intempéries impose le fait de protéger les joints de vitrage et les protections solaires. Pourquoi ne pas utiliser ces façades-là sans présumer de l'impact que ça aura sur la lumière du jour? Donc vous allez priver les occupants, on est d'accord. Mais pourquoi ne pas utiliser cet intervalle pour cultiver quelque chose qui aurait une très forte valeur ajoutée, qui justifierait qu'on le cultive à la Défense? Vous avez remarqué, ça n'existe pas. Je n'ai pas convaincu. Et à l'époque, j'ai visité l'une des deux fermes existantes en France, c'était dans les années 2010, avec un bioréacteur. Donc j'en ai visité un, celui qui est près de Montpellier. Donc c'était des tuyaux horizontaux. Un tuyau court sur environ 1 km, ça porte comme ça, une solution liquide qui est en mouvement permanent, et qui est mis en mouvement par une éponge qui circule dans le tuyau, et qui est poussée par le gaz carbonique qui nourrit la solution. Pourquoi c'est si compliqué? C'est que quand vous cultivez des algues dans un conteneur en verre, les algues, à moins d'être éduquées, mais elles le sont rarement, elles se mettent sur le verre. Et une fois que une pellicule s'est mise sur le verre, elle empêche la photosynthèse du reste. Je ne sais pas, l'usine à glace, qui était structurée, montée par un ingénieur agronome qui avait quand même levé des fonds, qui avait vu fonctionner mieux. Encore une fois, dire que cette technologie n'est pas nature, c'est être très très gentil avec elle. Très très gentil. Et de là à ce qu'on la mette sur un bâtiment, honnêtement, c'est une folie. Voilà, donc, et les débouchés alimentaires permettraient de financer la complexité de ces dispositifs et de leurs entretiens, parce que c'est fin comme une machine à vapeur, ce truc-là, c'est derrière. Et c'est pas comme ce truc-là sans surveillance, quoi. Il y a toujours quelqu'un. Alors que quand vous portez le chou en terre, vous êtes à la là, si ça foire pendant 2 heures, c'est tout qui se met en carafe. Non, c'est compliqué. Donc, à l'échelle d'une durée de vie d'un bâtiment où les gens se contentent
d'habiter, parce que la majorité des gens habitent quand même dans les bâtiments, font d'autres trucs que surveiller leurs plantes. Ça marche pas, semble-t-il. Donc, non, pas des couches sur l'alimentation. Et alors, je sais pas bien vous répondre, madame, sur biodiversité et pollution. Parce que c'est vrai que j'ai dit au départ que la biodiversité, notamment c'est la même slide en fait qui vous a interpellé par rapport aux arbres. C'est la slide sur où on voit les tomates et la capacité des arbres à filtrer à la fois le gaz carbonique et puis les films polluants. On est certain que quantitativement, le végétal, sa capacité de traiter, d'ailleurs vous ne trouverez pas de littérature sérieuse, vous allez trouver la littérature sur les plantes dépolluantes, vous ne trouverez pas de littérature scientifique sur la capacité des plantes à dépolluer l'atmosphère dans laquelle vous vivez. Vous voyez là, tout ce qu'on est ici, d'ailleurs de ventilation, soufflage, extraction, là on fait 30 mètres cubes à l'heure. Ça me semblait comme ça, 30 mètres cubes. Qui est un minimum. Jamais les plantes, avec leur métabolisme, ne traitent par leur petite stomate, là, l'appareil vasculaire, ne traitent 30 mètres cubes. Donc, c'est vrai à l'échelle du bâti intérieur, c'est vrai à l'échelle de la vie. C'est-à-dire que l'air pur que l'on respire, il est fabriqué, mais ce que l'on met quand même en question, c'est que elles y contribuent. Alors c'est vrai que là, il y a peut-être, vous accorde qu'il y a peut-être une petite contradiction dans le propos. C'est-à-dire à la fois, je vous dis, les plantes ne suffisaient pas, mais à la fois, c'est vrai qu'elles y contribuent un peu. Voilà. Elles contribuent beaucoup à non-effondrement en milieu urbain de la biodiversité. Alors ça, par rapport à la question de la santé, il n'y a pas d'études, à ma connaissance, en ce moment, en fait, il est en train d'en sortir, sur l'impact de la biodiversité avec la qualité sanitaire des villes. Oui, la mise en corrélation. Robert Barbeau, qui est décédé il y a quelques années, disait la diversité, c'est une des propriétés fondamentales du vivant. Qu'est-ce que c'est qu'une ville? C'est un milieu anthropisé, presque totalement, dans lequel il y a très peu de biodiversité. Quand vous êtes sur des mégalopoles, il y a quand même plus d'une vingtaine dans le monde de 20 millions d'habitants, souvent hyper denses. Et vous voyez certaines images, effectivement, pas tellement en Europe, mais plutôt dans les pays en développement, qui ne sont pas forcément des villes très hautes, mais qui sont par contre des villes sans aucune diversité de paysage, c'est-à-dire c'est des agrégations bâties à l'infini. La question sanitaire, c'est vrai qu'elle se pose. Et aujourd'hui, vous avez tout un mouvement américain qui s'appelle la biophilie. Et puis les Américains, pour tourner le truc dans ce sens, ils ont compris que le tertiaire était preneur d'installations végétales parce que, visuellement, il y a cette question esthétique que j'ai abordée au tout début. Et puis, il y a cette vague idée que ça contribue à la bonne santé. Biophilie, ça va avec le cours du yoga entre les séances de boulot. Donc, eux, ils ont monétarisé ce truc-là. Au niveau-là, à partir du moment où le cadre de travail est végétalisé, on est dans un cadre agréable, donc on lutte, on travaille mieux, on produit plus, et on lutte contre l'absentéisme. Ça avait été déjà théorisé par ailleurs. Là, il y a plein d'études sur la qualité du cadre et l'absentéisme. Mais ce qu'il n'y avait pas, c'était l'apport de la végétalisation dans la qualité du cadre. Et l'idée de la biophilie, qui est un concept américain, ça vise à monétariser ça. C'est assez marrant. Voilà. Et ça, c'est assez facile. L'absentéisme, c'est un truc mesurable. Donc, à partir du moment où vous pouvez mesurer le nombre de jours d'absence, de salariés, vous avez un chiffre à la sortie que vous pouvez investir dans le végétal. Ça, c'est en conseil d'administration. Mais on s'en sert, par exemple, de ça. Les climatologues s'en servent beaucoup de ça. C'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes dans un environnement qui n'est pas agréable, inconfortable. Vous travaillez dans un environnement inconfortable, on diagnostique ça.
ça, les façades fuyardes, le chauffage et la ventilation obsolète, ça fait de l'absentéisme. Bon, combien? Ça donne le prix par an. Combien de jours d'absence jugés liés à l'état du bâtiment? Ça donne un prix, ça donne un investissement étalé sur 5 ans. Et ça permet de financer des installations comme ça, là on est sur du 9 000. Donc, on fait rentrer la question de la végétalisation du bâti dans ce processus-là de participation à un caractère sain du cadre de vie. Mais, oui, tant mieux. Mais quantitativement, encore une fois, les plantes, elles seules n'ont pas la capacité de gérer l'ensemble de nos fonctions. On a une question par rapport à la végétalisation urbaine. On a parlé des arbres, on a parlé des bâtiments. Et il y a un lieu dans Paris, enfin plutôt un lieu qui fait le tour de Paris, et qui est la Petite Ceinture, et qui est toujours présenté par nos politiques comme étant quelque chose, comme étant justement la ceinture verte de Paris, etc., etc. Ce qui sert d'argument pour justement ne pas remettre de véhicules en circulation dessus. Et donc, est-ce que, à votre avis, c'est quelque chose qui fait sens d'un point de vue justement de libération de végétalisation urbaine, ou bien est-ce qu'on pourrait tout à fait faire recirculer quelque chose dessus, ou l'ouvrir au public, ou que, enfin, ça a déjà été fait justement pour faire des potagers, mais est-ce que justement, au niveau de l'écologie urbaine, qu'est-ce qui serait le plus opportun finalement? C'est dans l'axe. Vous étiez derrière le poteau. Donc moi j'ai juste une question sur le début de notre conférence, quand vous avez parlé d'émissions COV par les arbres, et que vous avez dit que ça avait un impact sur l'ozone. Voilà, est-ce que vous pourriez expliquer? Levez-vous, madame. On a envie de vous, on a besoin de vous repérer. Merci. Je vais commencer par cette dernière question, dans laquelle je suis notoirement incompétent. Est-ce qu'il y a des chimistes dans la salle? Parce que là, j'ai besoin d'aide. Vous savez que les composés organiques volatiles, c'est les gaz fluorés qu'on a dans les aérosols. C'est d'abord des composés organiques, donc de la chimie du carbone. Et ils existent dans la nature. Et quand ils se combinent avec les émissions notamment de CO2 au transport, on a une production d'ozone. Alors s'il y avait un chimiste, il pourrait nous expliquer les valences de ces différents composés, et nous expliquer la réaction, mais moi je ne sais pas vous le faire. Or, par contre, ce qu'on sait tous, c'est que l'ozone, c'est un gaz à effet de serre qui est à peu près X fois plus puissant que le CO2, donc c'est une catastrophe. Donc ça participe à l'effet de cloche urbain et au réchauffement urbain et à l'effet de chaleur urbaine. C'est pour ça que je vous en ai parlé là, de la question des 10 services de l'arbre en milieu urbain, qu'on ne bruite pas, parce que qu'on ne bruite pas dans la presse, parce que justement, il ne faudrait pas laisser s'installer l'idée que l'arbre, qui est quand même l'un des premiers vecteurs de biodiversité, qu'il faut absolument favoriser pour plein d'autres raisons que ça, il apporte aussi certains disservices dont on n'est pas très sûr. Donc, mais encore une fois, c'est une question de quantité, ces choses-là. C'est-à-dire qu'on sait que ça a lieu. La contribution des plantes à la pollution atmosphérique, c'est un trait de plume, c'est l'épaisseur du trait. On soit clair entre nous. On en parle parce que voilà, c'est un sujet que je connais quand même, c'est l'épaisseur du trait. Ça n'est pas le gros du problème. Sur la petite ceinture, je crois qu'aujourd'hui, la petite ceinture, elle fait l'objet d'une multitude de sollicitations, de concours. On est plein de gens à y avoir travaillé dessus, à faire des propositions.
c'est aussi un lieu de biodiversité. Effectivement, il y a un très bel ouvrage que j'ai pas mis. En venant, je me suis dit, il y a plein de choses que j'aurais dû mettre. Il y a un très bel ouvrage qui existe sur les livres digitalisés dans le monde. On trouve sans problème de beaux livres pour évoluer. Mais il y en a un très intéressant, pour ceux qui s'intéressent à la nature, qui s'appelle l'Atlas de la nature. Alors ça, c'est vachement bien. Parce que c'est, franchement, c'est celui-là qu'il faut acheter. L'Atlas de la nature à Paris, c'est fait par la Pure, je crois, dans les urbanisme. Et il y a tout avec, je ne sais pas si on peut rééditer, mais même dans la version ancienne, des articles de fond, de philosophes, plein de champs disciplinaires pour bouquer. Il y a une culture très muséum très présent là aussi, de grosses cultures sur la faune. Vraiment, c'est un petit bijou. Et la petite ceinture est déjà à l'époque, dans les années 80, cataloguée comme un très grand lieu de grande réserve de biodiversité. Après, c'est toujours pareil, on est en milieu anthropisé, donc il y a un réglage du curseur, l'agriculture urbaine, militante, tous les services, l'aménité, tout ça cohabite. Et dans la biodiversité urbaine, et là je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais on a un terme très englobant. Mais en milieu anthropisé, vous avez les espèces qui aiment l'homme et puis celles qui ne l'aiment pas. Et donc, on a de plus en plus d'espèces qui apprennent à aimer l'homme. C'est très intéressant. Notamment Amézène, Jean-Claude Amézène, qu'on peut écouter. Voilà. Évidemment, savoureux à écouter, et qui raconte l'histoire des mésanges en Angleterre, l'histoire des corbeaux. Et les animaux apprennent au contact. Les anges apprennent à ouvrir une bouteille de lait qui contient de la crème en Angleterre. Et je vais vous le raconter parce que moi j'ai eu une scène incroyable, donc vous pensez être privilégié. Et puis j'ai découvert que d'autres l'avaient vu au Japon. Je me rendais à une réunion au musée de la Porte Dorée. Et c'était un soir d'automne. Puis je vais à pied, et je vois une corneille voler, il n'y a pas de corbeau à Paris, c'est toujours des corneilles. Je vois une corneille voler assez bas. Et puis, comme ici, au luminaire, ça m'attire l'œil quand même. Il y a une pomme de marron dans le bec. Et elle lâche sa botte de marron et elle la laisse tomber sur la route. Elle se pose sur un feu. On passe, une, deux, ça ne passe rien, la troisième écrase la botte de marron. Le feu passe au rouge. La boque était sur le passage à niveau. Le passage côté. La boque était sur le passage côté. Et la corneille n'était pas seule. Les 4 corneilles descendent et elles se mettent à table. Sur le passage côté. Par exemple, il y a une publication récente qui a montré que les hérissons, le taux de mortalité des hérissons, vous savez, les hérissons, les écraser comme des crêpes, a diminué de 20% dans les 5 dernières années, alors que la population s'est maintenue. Les hérissons sont en train d'apprendre que la route n'est pas un lieu public pour eux. Donc le vivant apprend au contact des artefacts humains. Tout doucement. C'est passionnant de découvrir ces choses. Les écoutes protégées pour le passage des grenouilles. Oui, bien sûr. On leur fait. Oui, tout à fait. Les infrastructures de ce qu'on appelle les ITL, les infrastructures linéaires de transport. Plusieurs dizaines d'années. La mise en demeure de permettre le passage de la faune. Là, la petite ceinture, je pense qu'elle est pas mal partie. Vous savez, la petite ceinture, vous savez, elle est sur un statut très particulier, c'est-à-dire que le réseau ferré de France, je crois auquel elle appartient, en interdit toute transformation. Donc elle est au fond dans la situation de jardin partagé, c'est-à-dire qu'elle est immobilisée par son propriétaire, qui se réserve le droit un jour de la réutiliser pour le transport en commun. Et donc en fait on ne peut rien en faire d'autre que la laisser se végétaliser ou la végétaliser de façon plus ou moins gendarmée. C'est ce qui est en train d'arriver. Mais
On ne peut pas beaucoup plus. Non, l'enjeu, politiquement, c'est effectivement de renforcer la quantité d'espaces verts de végétalisation urbaine par habitant pour Paris. C'est effectivement de renforcer la place des espaces en pleine terre pour y faire pousser des choses. C'est aussi d'avoir ce qu'on appelle des rues corridors plus vertes. Et là, à chaque échelle, sa solution, c'est-à-dire que quand on a de la place, on fait des loups, on fait des choses comme ça. Quand on n'a pas de place, on relie des pieds d'arbres, on va travailler sur les pieds des bâtiments. Une multitude de petites solutions qui sont en train de voir le jour. Par exemple, le fait de percer les trottoirs pour végétaliser avec des grimpantes, pour l'extension du cadre, mais on pourrait faire autre chose. Ça va transformer les façades urbaines. Vous allez voir, ça va verdir la ville. Et si je peux dire, la ville aussi. À partir de ça, ça c'est pour les actions physiques. À partir de ça, il ne faut pas sous-estimer l'action politique. J'ai eu la chance de participer en 2017 à un travail comme DLAB, le laboratoire de Sciences Po de la Tour, sur la façon dont la végétalisation et la nature en ville étaient perçues dans Paris. Ils ont fait un truc, ils ont pris le flux de messages Twitter sur un an. Ils l'ont analysé avec des mots-clés. Sur Twitter, quand vous échangez, c'est public. C'est-à-dire n'importe qui peut se saisir de ça. Et donc, après, ils ont fait passer cette matière première dans des algorithmes pour sortir des nuages de mots et des cartes avec différents termes, avec différentes thématiques qui ressortaient. Qui étaient les acteurs de ces messages, quels étaient leurs contenus, quelles étaient les attentes potentielles. C'était plus ou moins un travail de commande. De Paris avait resté un Media Lab. Et ensuite, moi je suis intervenu dans le cadre du décryptage avec plein de collègues. On voyait bien l'impact de la politique publique sur la transformation des questions esthétiques, sur le volontarisme, notamment pour les pieds d'arbres. Il y a un très fort impact. Et ça s'inscrit en France dans une tradition qui ne date pas d'hier, qui au contraire date du début du siècle. Les premières expériences, c'est les motivations qui ont changé. Les premières expériences, c'était les gares fleuries. Les gares fleuries. On s'est mis à fleurir les gares pour pousser les gens à partir, à utiliser le train. Et après, il y a le Touring Club de France, pour promouvoir l'usage de la voiture à la campagne, a promu l'idée de village fleuri. Il disait fleurir, c'est sourire. Parce qu'à la campagne, on ne fleurissait pas. On ne fleurissait pas. Et donc, en fait, on a une tradition en France d'action publique sur la végétalisation du cadre de vie. Autrefois, on fleurissait. Dans les années 90, ces institutions qui existent toujours. C'est une association pour le fleurissement de la France. Le concours est toujours. Elles ont peu à peu transformé leur tri, et un peu moins fleuri, un peu plus vert, un peu moins engrais, un peu plus bio. Voilà. Mais tout ça pour dire qu'il y a un réel impact. Ce que l'on pense être beau goût est quand même très influencé par les politiques qui nous gouvernent. Nos idées ne sont pas tout à fait les nôtres. Si vous voyez ce que je veux dire.